Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée qui va être dédiée au sujet de la formation des travailleurs indépendants et notamment avec un zoom particulier sur les travailleurs indépendants en situation de fragilité. On est très heureux d'être accueillis par la région Île-de-France et je vais tout de suite passer la parole à Madame Ducrouet, qui est la présidente de la commission emploi et formation professionnelle. Donc merci de nous accueillir et je vous laisse démarrer cette matinée. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Bienvenue aujourd'hui à l'auditorium de la région pour ce colloque « La formation des travailleurs indépendants, parlons-en », organisé par Lulu dans ma rue. En tant que conseillère régionale et présidente de la commission emploi-formation professionnelle, je suis fière de nous voir nous rassembler autour de ces enjeux cruciaux pour l'insertion professionnelle, des sujets qui exigent que notre engagement soit soutenu et continu. Depuis sa création en 2018, Lulu dans ma rue s'est positionnée comme pionnière en devenant la première entreprise d'insertion par le travail indépendant, reconnue en France. Ce statut particulier lui permet d'offrir une approche sur mesure pour l'emploi indépendant, permettant de remettre en selle des personnes éloignées de l'emploi ou qui ont été confrontées à des difficultés dans leur parcours. Dans le cadre de l'appel à projet 2022 du PRIC, sans hésiter, la région a retenu le projet présenté par Lulu dans ma rue. Cet engagement démontre également notre conviction que le travail indépendant peut être une voie d'insertion efficace qui mérite d'être développée. Aujourd'hui, ce colloque est une étape majeure pour évaluer les progrès réalisés et pour réfléchir sur les bonnes pratiques à développer et à déployer. Il s'agit d'une occasion unique d'apprendre des réussites et des défis rencontrés par Lulu dans ma rue et de ses bénéficiaires, les Lulu. Leur expérience enrichissent notre compréhension collective et guide nos actions futures. Je souhaite en particulier citer l'approche de la formation en situation de travail qui a permis de transformer des situations quotidiennes en véritables occasions d'apprentissage. Cette méthode innovante favorise une immersion professionnelle authentique et répond aux besoins des travailleurs indépendants en insertion. Cette rencontre permet de partager des idées et de trouver des solutions collaboratives pour surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin de l'accès à la formation pour les travailleurs indépendants. Les défis financiers, juridiques, technologiques, organisationnels et pédagogiques nécessitent des réponses coordonnées et innovantes que nous espérons co-construire avec vous, acteurs de terrain, experts et bénéficiaires. Ce colloque sera également l'occasion d'entendre des intervenants divers, des chercheurs en formation, des experts en pédagogie et les travailleurs indépendants eux-mêmes, qui sont au cœur de nos échanges. Un mot particulier pour nos chers Lulu, votre détermination et votre parcours nous motivent, nous encouragent tous pour continuer à améliorer nos politiques publiques d'accompagnement vers l'emploi. Alors je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement au quotidien et aujourd'hui. Votre contribution est majeure pour l'accès de notre mission commune. Ouvrir des voies de formation adaptées et efficaces pour les travailleurs indépendants en renforçant leur capacité à réussir dans une économie en constante évolution. Alors, je vais vous souhaiter un bon colloque. Je vous prie de me pardonner parce que je ne vais pas pouvoir rester avec vous très longtemps parce que nous sommes en séance plénière aujourd'hui à la région Île-de-France. Donc, l'hémicycle est dans le bâtiment juste à côté et nous avons besoin du quorum. Donc, voilà, je vais participer et rester quelques minutes avec vous, mais ne m'en veuillez pas, je vais devoir partir assez rapidement. Je vous souhaite une belle journée et un beau colloque et merci d'être présents ici. Bonjour à tous, donc je suis David Medioni, je suis le monsieur loyal de la matinée. On va avoir 3 temps d'échange. Un premier temps d'échange sur les travailleurs indépendants et sur la restitution finalement de cette expérience du PRIC. Un deuxième temps d'échange autour des besoins, des représentations et de la façon dont on peut mettre en place des éléments concrets pour améliorer la formation des travailleurs indépendants. Et un troisième temps d'échange autour des innovations pédagogiques qu'on peut mettre en place. Pour cette première table ronde et ce premier temps d'échange, je vais demander à Emma Viré, cofondatrice
de Lulu dans ma rue de me rejoindre, à Benoît Dumont, qui est le référent pour la région du projet PRIC, au sein de me rejoindre aussi, à Jessica, Mam et Salia, qui doivent être dans la salle, de venir aussi avec moi sur le plateau pour qu'on puisse discuter, qui sont des Lulu qui ont participé à la formation, et à Xavier Marchand également de me rejoindre pour... vous êtes consultant, psychologue du travail, et vous avez travaillé aussi avec Lulu sur ce projet. Donc vous pouvez venir me rejoindre. Vous pouvez venir, hein. Allez-y, installez-vous. Alors Emma, je voulais commencer cette table ronde avec toi. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler brièvement ce qu'est Lulu dans ma rue, et puis surtout pourquoi vous avez répondu à cet appel à projet, et puis ce que vous avez mis en place au sein du PRIC. Je crois qu'il faut que tu allumes le micro. Bon, Lulu a déjà été super bien présentée. Lulu dans ma rue, c'est la première entreprise d'insertion par le travail indépendant qu'on a créée avec l'État en 2018 suite à une loi d'expérimentation pour cette nouvelle forme d'insertion qui vient compléter les dispositifs existants qui aujourd'hui sont plutôt des structures d'insertion par le salariat. Lulu dans ma rue, aujourd'hui, on opère sur plusieurs territoires en France, à Paris, à Lyon, à Lille. L'objectif, c'est de remettre en activité des publics éloignés de l'emploi via des parcours d'accompagnement de 2 ans, d'accompagnement socio-professionnel. Donc c'est vraiment toute la levée des freins, à l'emploi pour nos publics pendant ces 2 années. Aujourd'hui, on propose une activité à nos travailleurs indépendants sur des métiers de service à la personne principalement. Fort de quelques années d'expérience en 2022, on a fait le constat que la formation, c'était vraiment le parent pauvre des travailleurs indépendants, qu'il fallait absolument agir sur cette question-là. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes, grâce à Amélie qui sera sur la table ronde suivante, beaucoup de choses de façon assez artisanale. Et puis on a découvert le PRIC, on a répondu au PRIC, on a été lauréat, et ça nous a permis justement de rentrer sur la question de la formation de façon beaucoup plus opérationnelle et tangible pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'on se posait sur la formation des travailleurs indépendants. Donc je tiens vraiment à remercier avec Xavier et Benoît, avec qui on a travaillé très très étroitement sur la question de la formation des travailleurs indépendants dans le cadre du PRIC, et notamment We Take Care qui a aussi été un partenaire important pour lui dans ma rue dans cette démarche. Et vraiment merci à la région Île-de-France, parce que contrairement à des projets qui parfois sont très normés, etc., vous avez fait preuve de grande souplesse dans la mise en œuvre du PRIC, et c'était un exercice très nouveau pour nous. Et on a pu constamment échanger, être dans le dialogue. Et voilà, le ITI, c'est une expérimentation. Le PRIC, c'était une expérimentation dans une expérimentation. Donc forcément, les contours étaient assez malléables et flexibles, et on a beaucoup échangé pour pouvoir adapter le cadre de notre projet. Et ça a vraiment été absolument clé dans le succès et la réussite du PRIC. Et peut-être vous dire un peu les questions auxquelles on a fait face rapidement. Donc c'est vrai que la formation des travailleurs en insertion, c'était quelque chose d'assez absent, je dirais, dans le paysage, avec une absence de cadre prévu sur la prise en charge financière de la formation des travailleurs indépendants, mais aussi la question du financement de la formation. C'est-à-dire qu'un salarié aujourd'hui, quand il est formé, il est payé. Un travailleur indépendant, quand il est éloigné de l'emploi, sa priorité, c'est de générer des revenus, et c'est de travailler, et c'est pas d'être formé. Et pourtant, cette formation, elle est indispensable pour pouvoir mieux travailler et travailler davantage. Et donc vraiment, ça a été un des nœuds et une des clés. On aurait aimé
que le PRIC dure plus longtemps parce qu'on n'a pas apporté toutes les réponses encore, mais en tout cas, on a, grâce au PRIC, pris en charge la formation des travailleurs indépendants pour être davantage incitatif. Donc ça a été vraiment une des innovations de notre réponse dans le cadre du PRIC. Et puis, il y a la question du caractère obligatoire de la formation pour un travailleur indépendant. C'est qu'on est constamment sur une île de crête. On ne peut pas obliger un travailleur indépendant à être formé, et pourtant, il faut justement être particulièrement incitatif pour le convaincre de prendre ce temps-là qui va permettre la montée en compétence du travailleur indépendant. Donc c'est vraiment toutes ces questions qui nous ont habités, qui nous ont permis de répondre au PRIC, et le PRIC nous a permis d'apporter un certain nombre de réponses à ces questions, pas encore toujours parfaitement, mais d'avancer dans cette démarche. Et donc je pense que les Lulu parleront de leur expérience mieux que moi. Alors Benoît Dumont, avant de passer la parole au Lulu, je voulais voir avec vous, puisque vous étiez aux côtés de Lulu dans ma rue pendant toute cette expérimentation, et en fait finalement pourquoi la région a choisi Lulu dans ma rue, et surtout qu'est-ce qu'elle retient aujourd'hui de l'action de Lulu dans ma rue à travers ce projet PRIC. 2, 3, 5, 9, oui ça fonctionne. Merci. Bonjour à tous. Moi je suis ému et très heureux d'être parmi vous. Alors vous avez entendu PRIC, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Plan régional d'investissement dans les compétences. Merci. Un contrat État-région qui a été signé en 2018 jusqu'en 2022, puis 2023, il y a une petite prolongation. Et chaque année, en fait, nous lancions des appels à projets sur des expérimentations, comme Emma le disait à l'instant, soutenir en mode subvention. Vous savez que la formation professionnelle, c'est de la commande publique, hein, donc on n'a pas le choix, il faut acheter des prestations. Or là, justement, dans les 4 années d'un marché public, permettre à des opérateurs d'essayer, pousser un peu dans les orties qui va bien, et puis expérimenter quelques innovations donc, et lancer des opérations, sont des choses bienvenues, soutenues par l'exécutif régional sur le mode subvention. Donc oui, nous avions souhaité retenir, et la région l'a fait immédiatement, le projet de Lulu dans ma rue pour un tas de raisons. La première, c'est que dans le cadre du pacte régional, il faut le savoir, nous avions État-région, hein, j'insiste bien, il y avait une lecture aussi de nos collègues de l'État, je veux dire comme ça, sur le soutien ou non à apporter à ce type d'expérimentation. L'État, comme nous, avions comme premières orientations indispensables de veiller à ce qu'il s'agisse de nouvelles modalités d'intervention. Vous voyez, on n'allait pas financer ce qui était déjà dans le cadre des marchés publics, hein, des prestations de formation classiques, donc non, nouveau. Une adaptation à l'emploi, c'est-à-dire qu'on est bien dans le cadre de l'insertion professionnelle, donc il ne s'agit pas de former pour former, mais bien que ça ouvre des perspectives et d'insertion professionnelle. Tous les projets déposés n'étaient pas là. Et puis troisième, évidemment, dans la mesure où le public cible était véritablement le public le plus éloigné, Infra 4, et même plus éloigné encore, bon, c'était les 3 orientations. À partir de quoi nous avons reçu 65 projets en 2022, dans le cadre de l'appel à projets en question. Sur les 65, on en a retenu 19, dont le vôtre, mais qui était très vite, encore une fois, sans débat, retenu, parce que, au-delà des secteurs en tension qu'il était question de soutenir et d'expérimentation dans différents secteurs plutôt bien vus, le vôtre, là pour le coup, apparaissait tout à fait innovant et singulier, en effet, parce qu'il s'agissait bien des travailleurs indépendants. Il faut savoir que dans l'offre de formation régionale, Île-de-France, mais pas que, il n'existe rien. Rien. Et vous l'évoquiez à l'instant, Emma, il n'y a rien pour la formation des travailleurs indépendants. Tout simplement parce qu'on n'est plus sur de la formation professionnelle à destination des demandeurs d'emploi, comme c'est notre activité. Excusez-moi. Mais on est sur de la formation continue, on va le dire comme ça, pour des salariés, pour eux-mêmes. Donc finalement, ce n'est pas dans notre scope, en principe. Sauf que, ce que Lulu dans ma rue nous a très très bien vendu, c'est qu'il s'agit de publics éloignés. Ok, ils peuvent avoir le statut d'indépendant, et encore pas tous, au moment où ils allaient rentrer dans l'opération, mais surtout, pour un certain nombre d'entre eux, d'entre elles, la perspective, c'est de retrouver le chemin de l'insertion sociale et professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, rien ne dit qu'ils resteront dans l'activité d'entrepreneuriat qu'ils ont commencé. Simplement, de remettre le pied à l'étrier, de retrouver une dynamique, une mobilisation, enfin, ils en parleront beaucoup mieux que moi, mais de retrouver, vous voyez, cet élan-là. Autrement dit, oui, le travail indépendant, qui est une source et une manne probable d'insertion professionnelle pour un grand nombre. D'ailleurs, il y a quand même beaucoup de soutien, y compris de la région, à la création d'activités, à la création d'entreprises. Et après ? Et là, pour le coup, c'était bien ça, le credo tout à fait original, et originel d'ailleurs que de lancer cette expérimentation sur la création d'activités, bien sûr, mais la remobilisation. Donc très très vite, je ne veux pas monopoliser, quoique je pourrais en parler pendant des heures, juste pour m'assurer de ne rien oublier. Oui, public éloigné,
portage innovant, et Madame Ducret, vice-présidente, le rappelait tout à l'heure, enfin présidente de la commission de la formation professionnelle, le rappelait tout à l'heure, d'autant plus singulier que c'était porté par la première EITI d'Île-de-France, c'est sûr, de France peut-être encore à ce moment-là. Alors là, un portage encore très singulier que nous méconnaissions. Donc oui, Emma disait, c'est de l'expérimentation à l'expérimentation. Alors quand on s'est rencontrés la première fois, pour tout vous dire, j'avais des cheveux, donc c'est bien que l'expérimentation a amené un certain nombre de résultats. On a, oui, expérimenté dans l'expérimentation, et encore à mon endroit, j'exagère, je regardais ça en accompagnement, pour être clair, et en suivi, très intéressé, très curieux, de justement voir un peu ce que ça peut donner. On ne s'est pas arrêté au milieu du gué, non. Il y a eu beaucoup de choses de développer, beaucoup de sujets, et à commencer par le véritable soutien conceptuel, mais pas que, on verra par la suite, de la région, évidemment, et un ensemble d'institutions, à commencer par notre propre direction sur la question des formations pour ces personnes. Oui, et je parle bien de ces personnes et pas des salariés. On est bien sur ce registre-là. Voilà. Merci beaucoup Benoît. Du coup, on va rentrer dans l'illustration concrète de tout ce qu'on vient de se dire avec les Lulu, qui sont 3 avec nous aujourd'hui. Il y a Jessica, Salia et Mam. Déjà, à toutes les 3, je voulais vous poser une première question. Comment vous avez eu connaissance de cette possibilité de formation? Peut-être Jessica. C'était quoi la question? Comment tu as eu connaissance de la formation, de la possibilité de te former? Jessica, elle était tutrice. Je sais. Mais je vais venir après. Il paraît que c'est même la meilleure des tutrices. En fait, c'était ma chargée d'accompagnement avant Solène qui m'avait proposé une première fois. Et puis après, je crois que c'est Solène qui m'a proposé une deuxième fois. Et du coup, j'ai accepté. Et après, j'ai fait les 2 jours de formation chez Lulu. Et après... tout s'est enchaîné d'un coup et du coup j'ai eu plusieurs tutorats à faire jusqu'à juin 2024. Je l'ai fait pendant presque 1 an parce que ça s'est arrêté après. Toi-même, comment tu as eu connaissance de cette formation, de cette possibilité? Ça marche? Oui, ça marche. Alors moi j'ai j'ai fait du ménage avant. Mais via des applications, donc c'était pas très... c'était un peu bof, quoi. C'était assez compliqué. J'avais commencé en avril 2023. Ensuite, j'ai vu en septembre suivant c'était les pubs qui étaient affichées dans les kiosques, dans les métros et tout ça. Et... comme moi, j'ai la fibre artistique, les petits dessins qui représentaient dessus, qui représentaient un petit peu la convivialité, la bonne humeur et tout ça. Donc c'est ce qui m'a beaucoup attirée. Donc du coup, la publicité, bravo. Et vous, Salia? Ça a bien marché, pour moi en tout cas. Et vous, Salia? Et moi, je ne sais pas si ça marche pas. Ça marche. Approchez bien le micro. D'accord. Moi, j'ai vu ça sur Internet. J'ai cherché un emploi et j'ai vu la publicité. Je n'étais pas sûre que c'était vrai ou pas. Parce que toujours on tombe des fois sur des publicités, parce que je ne connaissais pas avant. Et après, j'ai vu un numéro, j'ai appelé, ils m'ont répondu, ils m'ont bien expliqué, ils m'ont donné un rendez-vous. Et je suis partie et c'était bon. Voilà, c'est ça. Et alors, comment ça se passe une formation, Jessica? Je crois que tu es devenue tutrice aujourd'hui. Tu formes tes pairs, tes collègues Lulu. Comment ça se passe concrètement une formation? Comment tu fais pour les former, puisque tu les formes sur le lieu de travail? Alors, les formations, elles se passent en 3 fois normalement. En fait, ça va dépendre, mais de base, c'est 3 fois. Il y a... Bon, elle n'est plus là, mais c'était Jamila qui m'a envoyé les coordonnées de la personne que j'allais tutorer. Et en fait, les personnes viennent sur mon lieu de travail, donc c'est vraiment une situation de formation, une situation réelle. C'est pas une formation où c'est une fausse situation. C'est là où ils arrivent chez un vrai client et on leur donne une pièce à faire, on leur explique qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, et puis après ils sont en autonomie totale et par la suite on corrige ce qu'il y a à corriger, dire ce qui est bon, ce qui est faux. Donc la correction, c'est par exemple les gestes, c'est c'est les gestes, s'ils utilisent le bon produit, s'ils ont la bonne manière de faire.
il y en a qui, soit ils sont vraiment total débutants et ils ont commencé à faire le ménage que chez eux, mais c'est vraiment que du ménage dans leur propre façon de faire. Et il y en a qui ont déjà l'expérience du ménage. Du coup, c'est plus quelque chose pour approfondir leur façon de faire. Alors même, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce que ça t'a apporté, cette formation qu'est-ce que ça apporte en plus dans le métier au quotidien? Honnêtement, surtout moi qui étais assez isolée depuis le Covid, j'étais chez moi et je ne voyais pas beaucoup de monde. Donc le fait d'être formée en plus sur quelque chose que j'avais déjà entamé, donc le ménage, ça m'a redonné un peu confiance en moi. Et justement, j'ai été formée par Jessica et ça a été assez bénéfique aussi parce que, comme elle a dit, oui, il y a les questions-réponses, surtout mise en situation chez un vrai client. Et on est autonome dans une pièce et on voit en fait ce qui est à corriger et ce qui a été bien fait. Et franchement, oui, voilà, ça a été une belle expérience en tout cas pour moi. Merci Jessica. Je crois que Mam peut pas être très critique parce que sa tutrice est juste à sa droite. Ouais. Non, mais en fait ça s'est super bien passé. En plus elle m'a rassurée, elle m'a oui voilà, on a beaucoup parlé avant de commencer, donc c'était donc il y a eu déjà une confiance en fait qui s'est installée. Ouais, cette idée de confiance, c'est ça que tu retiens spécifiquement, cette idée que finalement tu te sens aujourd'hui plus assuré pour aller voir les clients, oui, voilà. Et gérer ton auto-entreprise. Oui, voilà, c'est ça exactement, oui. D'accord. Salia, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton expérience de formation? Oui, Je crois que tu as fait presque tout le parcours de formation, oui, donc raconte-nous un peu les différentes formations. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'au début, c'est pas que j'avais peur, mais j'ai jamais été directement avec les clients. Quand je suis partie, ils m'ont expliqué, ils m'ont fait confiance en moi, j'étais à l'aise, quoi. Et après, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire. Beaucoup de choses, par exemple, si on va commencer par quoi, hein, il faut s'habiller comment, il faut être comment, vous voyez, beaucoup d'étapes comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'étais à l'aise après, et c'était bon. C'était grave bien. Ouais, donc il y a cette attitude vis-à-vis des clients. Il y a quoi d'autre? C'est aussi dans les gestes, dans les postures? Oui, parce que c'est pas que le ménage. Par exemple, quand on rentre chez un client, comment on parle, comment on fait, les gestes et tout ça. Les clients ne sont pas tous pareils. Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a chacun comment il est. Il faut s'adapter avec tout le monde, quoi. Vous voyez, c'est ça le plus important. Et Jessica, toi, du coup, en tant que tutrice, tu as formé combien de Lulu aujourd'hui? Beaucoup. Je ne sais pas combien, mais je sais que j'en ai vu beaucoup. Et j'en ai vu... Il y en a que j'ai vu plusieurs fois, enfin au-delà de 3. Et il y en a que j'ai vu même peut-être 2 fois. Parce que au final, j'estimais qu'ils étaient aptes à y aller tout seuls, parce que c'était des choses qu'ils connaissaient déjà. Donc ça ne servait à rien de les garder plus longtemps et leur faire subir, entre guillemets, des choses qu'ils connaissent déjà. Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'être tutrice aujourd'hui? Ça m'a apporté plus de confiance en moi et d'aller tout de suite vers les autres, parce que souvent les tutorés, ils n'osent pas nous envoyer un message pour nous demander où est-ce que c'est ou à quelle heure il faut venir. Du coup, ça nous pousse à... Moi, ça m'a poussé à leur envoyer le premier message. Comme ça, c'était le premier contact qu'on avait avec eux. Parce qu'il y en a que j'ai eu aucun contact avec eux avant qu'ils arrivent. Du coup, en fait, on est totalement dans l'inconnu. On ne sait pas comment est la personne, on ne sait pas comment elle peut réagir. Du coup, ça m'a vraiment poussé à aller vers les autres. Mam, tu dirais la même chose, toi, sur ce que tu as appris? Est-ce que tu aurais, par exemple, envie de devenir tutrice dans l'avenir? Peut-être pas tout de suite, mais peut-être après, oui. Pourquoi pas? C'est-à-dire? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Oui, je veux bien aider les gens comme ils m'ont aidé. Je veux bien les faire comme ça. J'aime bien. Et
La petite précision, juste Salia, c'est vrai qu'un parcours type, c'était 3 mises en situation professionnelles. Et Salia, typiquement, le parcours, on l'a adapté. Elle a fait 8 mises en situation. Et donc, c'est aussi de dire que, voilà, on a, au départ, c'était un parcours uniforme. Et en fait, on l'a adapté en donnant plus à ceux qui avaient besoin. Et ça, c'est aussi voilà, une des évolutions du cadre du FEST qu'on a mis en place. Alors Xavier Marchand, je vais me tourner vers vous. Vous étiez donc consultant, psychologue du travail. Vous avez accompagné ce projet. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette formation, enfin cette FEST, la formation en situation de travail? Qu'est-ce que ça apporte? Alors vous avez entendu tout ce qui a été dit. Il faut bien écouter tout ce qui a été dit par Jessica, Mam et Salia, parce que tout y est. Donc, formation en situation de travail, c'est-à-dire en situation réelle, chez le client, et avec tout ce qu'il y a dans une maison ou dans un appartement, y compris des chiens, des chats, y compris la présence du client qui peut être insistante ou non. Voilà. Donc, en fait, la question de la formation, elle est posée non pas dans une salle de formation, dans un institut de formation, mais comme une professionnalisation en situation de travail, et avec les contraintes et les ressources en situation de travail. Et en fait, ça travaille là-dessus, sur les contraintes et sur les ressources en situation de travail. Alors ça a été une idée depuis longtemps, hein, cette affaire-là. La formation des adultes a plutôt commencé à modéliser, à travailler depuis 1990 sur ces sujets-là. Et on en a même fait un décret qui est rentré dans la loi de 2018 et un décret de 2019, avec une commission scientifique qui a donné des axes pour faire de l'immersion et travailler sur les situations de travail une fois qu'on les a repérées. Et vous avez un éminent membre de cette commission scientifique, en la personne de Annelise Ullmann, qui est là et qui va intervenir, et qui est donc a mis dans le décret de loi cette question de la formation en situation de travail, en situation réelle. Ça change beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, et au moins pour finir sur cette question-là, c'est d'une part que ça permet de s'immerger tout de suite dans les vrais sujets et les vraies questions. Et deuxièmement, ça permet de dépasser la question de faire le ménage ou d'aspirer. On dépasse cette question-là. Et on la dépasse avec la question de comment on gère certains clients, qui peuvent être difficiles, exigeants, agressifs parfois, ou irrespectueux, ou voilà. Comment on gère un retard, comment on gère un client qui n'a pas les produits, ou comment, si on a peur d'un chien, comment on fait pour intervenir chez un client qui a un chien. Donc en fait, on n'est pas uniquement sur la question de la technique du ménage ou de bricolage, mais on est également sur la question de comment s'intégrer et s'insérer dans un contexte, dans un environnement de travail, avec ses ressources, mais également ses contraintes, ses difficultés. Et justement, Mam, Salia ou Jessica, est-ce que vous avez des exemples de moments comme ça avec des clients où vous avez eu une difficulté et où la formation vous a servi à quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, Salia? Une fois, j'ai accepté un travail et la personne n'a pas noté qu'elle avait un chien. Elle n'a pas fait qu'elle avait un animal. Et moi, j'ai poubé des chiens. Surtout les gros chiens. Et je ne fais pas exprès, mais j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Ça vient tout seul. Et je suis partie chez la cliente. Et je sonne, et c'est le chien qui est devant ma porte, devant moi. C'était un grand chien, il a sauté sur moi pour jouer, je ne sais pas. Et là, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit à la cliente que moi, j'ai peur des chiens, je ne fais pas exprès et tout ça. J'ai expliqué bien. J'ai dit, j'y arrive pas. Et après, j'ai essayé. Je lui ai montré. Et j'ai vu que la cliente, elle a laissé du chien dans l'appartement. Elle n'a pas mis dans les chambres et tout ça. Pourtant, j'ai dit que je n'y arrive pas. Après, j'ai dit à la cliente, désolée, si le chien reste comme ça, je ne peux pas travailler. Soit je fais un mauvais travail, soit je ne peux pas. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas très bien, le micro. Voilà. D'accord. Après, j'expliquais bien. Et voilà. Voilà, c'était passé ça. C'était pas mal passé, mais je ne voulais pas faire la prestation. J'arrivais pas parce que le chien, il reste dans l'appartement.
Elle n'a pas mis à quelque part, mais j'ai dit désolé, je ne peux pas. Et là, je suis partie. Après, ils m'ont appelé le service Lulu, j'ai expliqué bien. Parce que la dame, elle n'a pas bien expliqué. Elle a dit que je suis partie. Elle n'a pas dit c'est à cause de ma cause, voilà. Et moi, après, j'ai bien expliqué. C'était ma seule... voilà. Mam, par exemple, est-ce que toi, tu as un exemple comme ça, justement, de situation avec un client ou autre, et qui finalement a été résolu grâce à la formation que tu as reçue, ou en tout cas de la formation t'a aidé à résoudre ce problème? Alors, oui, quand même. C'est surtout le matériel, surtout chez un client qui manquait. Le matériel? Oui, et je ne savais pas avant qu'on pouvait facturer sur le matériel et qu'on pouvait amener notre matériel et dire j'amène mon matériel, mais ça va, le prix va changer. Donc voilà, déjà, rien que ça. Déjà ça, c'était quelque chose que je ne savais pas avant et que j'ai pu apprendre chez Lulu. Et toi, Jessica? J'ai quelque chose à dire. Ça y est, t'es pas la seule à avoir peur des chiens. Ça, non, ça c'est la cynophobie. Donc oui, ça c'est normal. Hein. Donc t'inquiète pas, t'es pas la seule. Et toi, Jessica? Moi, j'ai eu un exemple, mais à ce moment-là, moi, j'avais pas eu les formations tutorielles comme j'ai fait. Je venais de commencer chez Lulu et un client m'avait assuré au téléphone qu'il avait un aspirateur. Du coup, moi, je vais à la prestation sereine en me disant, ok, ça va bien se passer. Au final, le client, il me dit, oui, j'ai un aspirateur, mais c'est pas un aspirateur auquel on s'attend, c'est les petits aspirateurs, les aspirateurs de table. Du coup, ah d'accord. faut faire le ménage avec, quoi. Mais c'est compliqué. Du coup, j'ai fait autrement. J'ai pris son balai, puis j'ai ramassé ses miettes à l'aspirateur de table, parce que c'était impossible de travailler pendant 2h30 avec un petit aspirateur comme ça. C'est à se faire mal au dos, quoi. Et Xavier Marchand, on a parlé tout à l'heure du fait que c'était des formations pair à pair. Qu'est-ce que ça apporte finalement, cette formation, finalement, où on est dans une situation d'égalité? Alors vous voyez bien, hein, vous avez bien entendu ce qui se dit là. Hein. Ce qui se dit, c'est que le travail, s'il était stable, si c'était tout le temps la même chose, ce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient, hein, notamment dans ceux qui prescrivent le travail. Ils pensent que le travail est toujours la même chose. Et que donc, en appliquant certaines procédures et certaines règles, certains principes de travail, on traite les situations de travail. C'est même une façon pour certaines de ces personnes qui prescrivent le travail et qui le mettent même en fiche métier, en fiche de poste, c'est même une façon de classer les métiers par difficulté ou par reconnaissance sociale. Or, vous vous rendez bien compte, dans ce qui vient d'être dit, que la question du travail, c'est la question de la variabilité. C'est que si ça se ressemblait tout le temps, et si c'était tout le temps la même chose, et qu'on pouvait appliquer les mêmes principes devant les mêmes situations, ça serait assez facile. Mais même vous, quand vous répondez à vos mails, quand vous êtes en réunion, quand vous avez des décisions à prendre, lorsque on a cette situation-là, il suffit d'appliquer tel type de principe, ça serait assez simple. Mais en fait, la question qui se pose pour nous tous, c'est la question de la variabilité. À quel moment on peut faire face à cette variabilité pour avoir moins peur, au moment où on sonne à un domicile, d'ouvrir la porte et on ne sait pas ce qui va se passer? À quel moment on peut faire descendre l'anxiété de dire qu'est-ce qu'il va y avoir derrière là? Tous les jours, plusieurs fois par jour, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Eh bien, on peut faire baisser cette anxiété et prendre de l'autonomie et prendre de l'assurance et prendre également de la capacité à construire son identité professionnelle avec une communauté de pratique. Donc, ce qu'apporte la formation en situation de travail, c'est une communauté de manières de faire, y compris dans les difficultés. Et avoir une communauté lorsqu'on est travailleur indépendant, si vous voulez, déjà d'emblée, ça pose... Vous voyez, hein, c'est comment on fait pour mettre en place une communauté de pratique avec un statut qui, par définition, m'envoie de manière solitaire chez mon client. C'est ça qu'a inventé le Lulu dans ma rue, là.
C'est ça qui est le truc intéressant. Hein, c'est de se dire que des personnes qui sont seules puissent recourir à une communauté de pratique pour se reparler de leur boulot et des astuces pour essayer de 3 choses. Premièrement, tenir dans la durée. Faire le ménage chez des personnes ou faire du bricolage chez des personnes qui sont plus ou moins exigeantes, plus ou moins sympas, plus ou moins agressives, parce que j'ai fait pas mal d'immersion avant de travailler sur... le faire une semaine, ça va. Hein. À la limite, on encaisse. Mais c'est tenir dans la durée qui est difficile. Mais pour vous aussi, hein, c'est tenir de la durée qui est difficile. Hein. Une deuxième chose, c'est ne pas se casser. Ne pas se casser le dos, ne pas se casser les poignets, ne pas se casser, ne pas se faire mal, ne pas se casser le moral non plus. Hein. Et troisièmement, avoir la possibilité de se développer continuellement, et pas uniquement de manière contextuelle au moment où je suis avec ma tutrice ou mon tuteur, mais de continuer à pouvoir me développer en posant des questions, en pouvant retrouver des personnes qui me disent bon alors là il y avait le client qui était là, qui m'a suivi partout et puis qui m'a posé plein de questions, puis qui m'a dit non c'est pas comme ça. Moi j'ai perdu tous mes moyens, je savais plus quoi faire. Ah bah dites donc si vous faites comme ça alors que je suis pas là, voilà. Donc la variabilité des situations, quand le client est là ou quand le client n'est pas là, je fais pas du tout le même boulot. Mais quand vos supérieurs hiérarchiques sont juste à côté de vous et quand ils ne sont pas là, vous non plus, vous ne faites pas le même boulot. Hein, voilà. Ok. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les formations et comment on fait pour finalement pérenniser ce dispositif ? Benoît peut-être, ou Emma, qu'est-ce qui manque ? Moi j'étais juste, pardon d'insister, hein. Oui, on est sur la formation en situation de travail. Oui, en effet, on est au plus près des réalités quotidiennes et de l'environnement des situations de travail. Je voudrais vraiment insister sur le fait que innovation dans l'innovation, il s'agit là, c'est le seul projet dont on est non seulement eu vent, mais qu'on ait réussi à soutenir, d'expérimentation de cette formation en situation de travail de pair à pair, oui. Vous voyez, autrement dit, on est aussi sur une revalorisation des tuteurs-tutrices elles-mêmes. Il y a un niveau supplémentaire encore dans la revalorisation du projet. D'ailleurs, peut-être que certaines d'entre elles deviendraient, dans leur projet professionnel à suivre, enseignants, formateurs, enfin sur une dimension d'intervention pédagogique, et pas seulement technique et professionnelle, ou les deux à la fois. Enfin, vous voyez, on est sur des perspectives finalement qui s'ouvrent encore. Donc ça rajoute un cran. Mais par contre, ça nous questionne beaucoup, et s'il y a un vrai sujet, et que vous permettez, Charles-Édouard, Emma et toute l'équipe qu'éventuellement, même de loin, nous suivions, c'est cette histoire de, moi je parle de formateur, hein, pas de tuteur. D'ailleurs, y compris en interne au sein de nos services, il y a une confusion, parce que beaucoup, dans les vieux de la vieille, y compris de ceux auxquels j'appartiens, tuteur égale stage en entreprise, hein, on connaît le schéma. Donc je fais de la classe et puis je vais faire un stage, ouais, youpi. Que je sois en troisième, que je sois maintenant en seconde, ou n'importe où dans mon cursus, je fais un stage. On est très très loin de ça, on est bien en situation de travail, ça n'a plus rien à voir avec du stage, et il ne s'agit pas de tuteurs qui supervisent de loin, il s'agit de formateurs qui interviennent de très près sur les vraies situations dont on vient de parler. Ça pareil, ça ne s'invente pas ça en fait, donc non seulement il faut être volontaire, bravo, peut-être aussi à suivre, j'ai compris. Non seulement il faut être volontaire, mais il faut des qualités, des appétences, il faut un accompagnement qui aille avec, voire des formations qui aillent avec. Alors, on a vu dans le cadre d'AFEST en entreprise, les OPCO participent à la formation des formateurs en entreprise. Donc ça y est, c'est en train de se développer, il était temps. Mais là, pour le coup, on a un vrai sujet, puisqu'il n'y a pas d'OPCO proprement dit, et si l'OPCO le fait, comment ? Et puis même, il n'y a pas que l'OPCO qui doit financer. Donc il y a tout cet accompagnement à la formation qui me semble être un vrai sujet. Emma, qu'est-ce qui manque selon toi aujourd'hui dans le dispositif et comment on fait pour le pérenniser finalement ? Mais, honnêtement, aujourd'hui, peut-être il y a donc 2 ans et demi, la question de la formation nous titillait et on avait bien le sentiment que c'était le challenge à relever en parallèle de l'accompagnement socio-professionnel qu'on a mis en place pour les travailleurs indépendants et de la simplification de l'accès au statut de travailleur indépendant. Et il a fallu aller sur ce sujet. On y a été avec le PRIC et aujourd'hui... ce que disait Jessica était très très éclairant. Jessica était tutrice jusqu'en juin 2024. En septembre 2024, elle n'est plus tutrice. Parce que tout simplement, on n'a plus de financement pour pouvoir porter et poursuivre la réflexion sur cette expérimentation. Et tu me disais, même quand on discutait, alors Emma, en fait, je profite de notre échange. Est-ce que je pourrais pas avoir un tutorat sur le repassage ? J'aimerais bien progresser maintenant sur le repassage. Et en fait, aujourd'hui, moi, je ne peux pas donner suite à la demande de MAM. J'aimerais.
Et donc vraiment, c'est de poursuivre et continuer la réflexion avec l'État, la DGFP, et de voir comment on peut pérenniser à minima l'expérimentation sur la formation des travailleurs indépendants. Et peut-être un petit regard, on a quand même formé et fait entrer en parcours plus de 100 travailleurs indépendants lors du PRIC. Donc voilà, ça a été vraiment un dispositif expérimental, mais sur un volume conséquent. Ça a demandé une très forte mobilisation des équipes en interne, d'adapter nos process, comme je le disais. Et peut-être vraiment la clé, c'est tout ce travail qu'on a fait sur comment on donne envie à un travailleur indépendant de se former. Et ça, c'était vraiment la clé, parce que là, vous avez 3 exemples de Lulu super motivés, mais c'est vrai que parfois, on fait face à des travailleurs indépendants qu'il faut mobiliser et motiver. Et c'est vrai qu'une des clés, on en a assez peu parlé, parce qu'on était très tourné sur le FEST là dans cette discussion, c'est vraiment la mise en place de parcours multimodaux, avec de la formation en salle, en parallèle de ce tutorat qui a été mis en place, mais aussi de la formation digitale. Et c'est vraiment finalement cette clé d'entrée multiple pour les travailleurs indépendants qui nous a permis d'aller les accrocher en fonction de leur spécificité, en fonction de leur profil, et aussi ce qui est important, c'est au moment en fonction du moment de vie où ils sont dans leur aventure de travailleurs indépendants. Et c'est vraiment ça qu'on souhaiterait poursuivre. Donc, malheureusement, ma réponse est un peu voilà. Donc c'est vrai que la clé et le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est le financement de la formation des travailleurs indépendants éloignés de l'emploi. Et vous, Jessica, Mam et Salia, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans ce parcours de formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué, que vous aimeriez avoir désormais, hormis le repassage? Là, j'ai peut-être... oui. Moi, je veux bien pour le repassage. Ouais. Bon, voilà, Grosse demande sur le repassage, du coup. Donc. Et Mam? Oui, premièrement pour le repassage, parce que c'est surtout pour prendre ma revanche, parce que j'ai eu des avis qui n'étaient pas trop, voilà quoi, un peu compliqués. Donc voilà, c'est non, surtout aussi pour me prouver que je peux le faire aussi, et approfondir mes compétences déjà, et surtout comment tout gérer en fait dans une micro-entreprise, si, ce serait bien, oui, voilà. Et toi, Jessica? Si tu veux, je peux tutorer encore pour le passage, mais je super. peux pas. Non, comme ça fait 2 ans et demi que je suis chez Lulu, en soi, il me manquerait pas grand-chose. Mais je le disais à Emma la dernière fois que j'aurais voulu continuer les tutorats, mais sauf que c'est pas possible parce que on n'a pas le financement. T'es trop forte. Mais sinon, voilà. Xavier Marchand, du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit sur ce qui manque aujourd'hui, et notamment sur la pérennité de ce plan d'investissement, comment on peut apporter des nouvelles innovations selon vous par rapport à ça? Alors 2 choses, ça a été dit. D'abord, la FEST, c'est un point d'ancrage assez magique pour de la multimodalité. Et j'insiste sur le fait que la situation de travail est le centre de la multimodalité. C'est-à-dire que on peut effectivement mettre du digital, ou on peut effectivement mettre de la salle de formation, à condition que du coup, en situation de travail, on puisse dire qu'est-ce que tu as vu sur ton smartphone comme petite situation, qu'est-ce que tu as appris et quel quiz tu as répondu, etc. Et là maintenant, en situation, qu'est-ce que ça te dit? Voilà. Comment tu transfères ça dans cette situation-là? Bon, donc la question de la multimodalité, à mettre en place, à articuler, c'est pas si simple. Hein. Donc c'est toute une ingénierie. Je crois qu'il y a un vrai sujet autour de ça, et Lulu a déjà commencé à travailler là-dessus correctement. Et c'est vraiment une voie d'avenir, mais pas que chez Lulu, partout ailleurs. Voilà. Il faut arrêter de faire de la mono-formation. Il faut se former de manière multimodale, y compris avec des pairs, y compris dans son bureau, dans son collectif de travail, que le collectif de travail soit ressource pour lui-même. Voilà. Avant d'envoyer des gens en formation dans des salles de formation, quand ils reviennent, personne ne sait s'ils ont appris quoi que ce soit, puisque de toute façon, on ne l'évalue pas. Donc on ne risque pas de savoir si ça a eu des effets. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de rentabiliser cette question de la professionnalisation tout au long de la vie pour pouvoir mettre en place de la multimodalité en prenant comme point pivot la situation de travail, les situations de travail.
La deuxième chose, c'est la question de durée dans le temps avec des gens qui rentrent et des gens qui sortent, c'est-à-dire les entrées et sorties permanentes. Voilà. Donc c'est évident que là, il faut une structure, vraisemblablement. Alors, est-ce que c'est un OF? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi au niveau juridique? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut une structure. Et ce qui vient d'être dit à propos de « j'aimerais bien comprendre comment on fait tout dans son activité, dans sa propre activité, c'est-à-dire gérer son portefeuille client, gérer sa facturation, gérer son planning, gérer ses congés, gérer les difficultés. Cette question de globalité du travailleur indépendant. Alors, hein, je pense que Annelise Ullmann va en reparler tout à l'heure, mais cette question de non pas faire des zooms sur uniquement des situations de travail, mais également travailler sur l'intégralité du boulot et du statut de travailleur indépendant. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes dans cette première table ronde. Si vous avez des questions dans la salle pour un temps d'échange de questions-réponses. Oui, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Mangui Bonbon, je suis chargé de projet au sein de l'EPEC, qui est la maison de l'emploi de Paris, si on veut, quelque part. Et donc ma question, c'était par rapport à ce dispositif de formation en situation de travail. Comment est-ce que c'est reçu par les clients? Parce que je m'interrogeais à la fois sur le plan pratique, mais aussi psychologique. Est-ce que ça peut pas être un sujet d'inquiétude pour un client de voir que celui qui est censé faire son activité auprès de lui et en même temps d'être formé. Donc voilà. Comment est-ce que ça a été reçu concrètement? Qui veut répondre? Jessica, par exemple, sur comment les clients reçoivent ça? Ouais, moi je sais que j'ai eu un client qui posait beaucoup de questions par rapport aux formations, du fait que ça se passe chez lui. Faut beaucoup le rassurer parce que dans le sens où pour lui c'était beaucoup une question de financement, si c'est lui qui devait payer la personne qui était formée. Du coup je lui expliquais que c'était totalement lui qui s'en occupait, que la personne qui était formée était gérée par lui et que lui il avait vraiment rien à payer à part mes heures de ménage à moi, parce que comme c'est sur nos heures de ménage, forcément, lui, il a pensé qu'il devait payer double tarif, alors que pas du tout. Il faut beaucoup rassurer le client, lui dire que tout est assuré par le LU, que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, c'était lui qui gérait, que lui, il avait vraiment rien à faire, à part... c'est beaucoup une question de confiance, du coup. Le client doit beaucoup avoir confiance en nous. Si il n'a pas confiance en nous, il n'accepterait pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, j'arrive. Bonjour, je suis Sébastien Luche, je suis gestionnaire IAE à l'UD de Paris, nouvellement nommé. J'ai deux questions. Je voulais savoir ce qu'il en était des formations un peu transverses. J'ai cru comprendre que ça manquait, c'est-à-dire travailleur indépendant égale création de micro-entreprise. Est-ce que vous avez été accompagné dans cette création? Est-ce que vous avez des formations de gestion, de comptabilité, des choses comme ça? Des choses qui sont un peu transverses dans tous les métiers. Et ma deuxième question, c'est, que ça a été soulevé aussi, quid des formations pour formateurs? Et à la suite du tutorat, est-ce qu'il y a valorisation de ces tuteurs? Est-ce qu'il y a de ces formateurs pour le coup? Est-ce qu'ils ont la possibilité de passer, je ne sais pas, un CQP, un diplôme, quelque chose qui permet de valoriser ce statut? Merci. Peut-être sur la deuxième question, c'est Xavier qui a brillamment aidé à construire en fait les référentiels pour les travailleurs indépendants formateurs et qui a aidé nos équipes à devenir formateurs de formateurs pour pouvoir justement former les tuteurs sur deux métiers, les bricoleurs et le ménage. En revanche, la période du projet était beaucoup trop courte pour qu'on puisse imaginer ensuite la valorisation de cette formation pour nos tuteurs. Mais c'est clairement quelque chose qu'on a en tête et qu'on aimerait déployer. Et ensuite, sur la formation à la gestion de la micro-entreprise, à la création de la micro-entreprise, ça fait partie à la fois de notre tronc commun sur l'accompagnement socio-professionnel. Et là, on est vraiment sur la levée des freins administratifs et numériques.
Et donc là, on va être davantage dans un rapport individuel sur ces questions-là, puisque les niveaux varient beaucoup. En revanche, il n'y a pas de cours de comptabilité aujourd'hui. C'est pas trop le sujet de nos travailleurs indépendants, parce qu'il faut le dire, nos travailleurs indépendants, ils ont besoin de travailler rapidement. Et l'idée, ça va être d'abord de les mettre en activité rapidement, et ça va se faire au fil de l'eau. Et dans le cadre du PRIC, on a pu développer une formation administrative digitale qui permet justement de faire des piqûres de rappel et qui permet de mettre en autonomie les travailleurs indépendants sur un certain nombre de sujets, et chacun va là où il peut en fonction de ses besoins sur cette question administrative. Alors Xavier, sur la deuxième question. Un complément pour dire que l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, les supports pour les tutrices, les tuteurs, suivent une logique qui est une logique la plus proche possible de blocs de compétences au sens de France Compétences 2017 des activités autonomes qui permettent ensuite de faire des certifications, qui peuvent faire des micros ou des certifications sur effectivement des formations de formateurs. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus aucune, mais on en est persuadé dans cette salle, qu'il n'y ait plus aucune formation qui ne soit impossible à rattacher à des blocs de compétences, France Compétences. Okay ? Donc ça, tout de suite, ça a été notre préoccupation de dire si effectivement on prône le développement à l'intérieur de ce dispositif, ça veut dire qu'on se raccroche à des structures qui sont des structures qui reconnaissent soit de la formation, soit des blocs de compétences avec, voilà. Donc ça veut dire qu'on l'a pensé en amont de cette manière-là, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, effectivement, le délai est trop court vraisemblablement pour en voir les effets, pour voir quel type de tremplin ça a constitué, ou pas. Mais voilà. Vous me permettez ? Oui. Petite intervention. D'accord. Je ne fais qu'un quart d'heure, rassurez-vous. C'est bien, un quart d'heure, c'est bien. Je rebondis juste là-dessus. En l'occurrence, c'est justement parce que dans le contenu du projet tel qu'il nous avait été présenté, on n'était pas sur les standards de la formation de la création d'entreprise que le projet a été retenu. Il y a déjà pléthore d'organismes sous différentes formes, plus ou moins fructueux d'ailleurs, dans leur réalisation, qui proposent ce type de service. Que ce soit intégré dans un second temps, comme le disait Emma, oui, en effet, pour celles et ceux qui continueraient l'auto-entrepreneuriat, en fait, tout simplement. D'autres vont au contraire prendre d'autres voies. Donc je voulais quand même saluer le fait que, mine de crayon, ils n'ont rien dit, mais au long cours, la dite formation a obtenu la certification Calliope. C'est pas rien, c'est-à-dire qu'ils sont partis de rien du tout, et dès le premier jet, si je puis dire, donc félicitations, bravo à l'ensemble de l'équipe de cette réalisation, y compris du soutien et de l'accompagnement de Xavier et l'ensemble des opérateurs. Vous voyez, donc il y a eu cette reconnaissance, une marche qui n'est pas négligeable. Et puis enfin, sur la dimension du projet, c'est la dimension sociale, humaine, de proximité qui est très forte. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la formation de création d'entreprise, encore une fois. Les Lulu, ils sont à proximité. Ils sont avec des gens, ils sont dans la relation. On parle de relation client, et c'est là que quelquefois, pour certains ou certaines d'entre elles, c'est ce que vous disiez, je me souviens de nos échanges, oui, c'est un client au fait. Et c'est pas seulement un voisin, c'est pas seulement quelqu'un que je viens aider ou à qui je viens vendre mes prestations au sens de donner un coup de main rétribué. Vous comprenez l'esprit ? Finalement, ça c'est formidable. Donc on voudrait aussi, nous, régions, être très attentifs à votre implantation. Oui, je sais, vous visez Lyon, Lille, Bordeaux et j'en passe. Oui, ça ne nous intéresse pas. On parle bien de l'Île-de-France. À ce qu'en effet, indépendamment de Paris intramuros, pour faire caricatural, en effet, on est aussi sur des emplois de proximité. On est sur un développement de la vie sociale locale. Ça tombe bien, comment dit-on, ça ne peut pas être délocalisé comme emploi. Au contraire, ça rapproche en effet des gens, d'autres gens, sur une activité professionnelle, mais qui est de l'entraide en même temps qu'un coup de main économique et un développement personnel. C'est un projet formidable. Eh ben, merci beaucoup à tous les 6 de votre apport dans cette table ronde. Vous pourrez échanger avec tous les intervenants lors de la pause tout à l'heure. On va passer à la table ronde numéro 2. Je vais demander à Amélie Thieberger, à Alice Rosado, Grégoire Leclerc et Olivier Armand-Blanchard de me rejoindre pour parler sur la deuxième table ronde. Allez-y, installez-vous. Bonjour. Donc, je vais vous présenter mes intervenants. Donc, Amélie Thieberger,
Bonjour, vous êtes formatrice donc chez Lulu dans ma rue. Vous avez une longue expérience dans l'entrepreneuriat populaire et vous avez notamment développé une approche créative et cognitive de la formation. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Grégoire Leclerc, bonjour. Vous êtes fondateur et président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Alice Rosado, bonjour. Vous êtes DGA de l'ADI et notamment en charge du plaidoyer. Et Olivier Arnaud Blanchard, vous êtes DG de l'Inclusion, qui est une EITI qui s'adresse notamment aux travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc on a vu que dans la première table ronde, on a compris comment on pouvait former ou non les travailleurs indépendants. Et pour lancer ce deuxième temps d'échange, je voulais commencer par vous, Amélie, pour vous demander finalement quel est le rapport des Lulu à la formation, quels sont les freins qu'ils peuvent avoir à aller se former, et puis quelles sont leurs attentes aussi sur la formation, s'ils ont des attentes qui vous ont formulées, par exemple. Ça, que ça a été dit dans la première table ronde, il y a vraiment le besoin de gagner des sous, de vivre. C'est quand même beaucoup de personnes qui ont eu des expériences parfois difficiles et que leur priorité, effectivement, c'est d'aller gagner des sous et pas aller de se former. Donc, il y a beaucoup d'interrogations face à ça et beaucoup de... Voilà, on n'est pas dans une période de vie où on regarde nos besoins et on se dit comment je pourrais effectivement m'enrichir, m'améliorer. Voilà, non, j'ai besoin de gagner ma vie. Mais moi, ce que je constate quand on les rencontre, c'est que c'est déjà des adultes qui ont énormément d'expériences professionnelles et des expériences de vie, des vécus qui sont riches. Ça me semble important de prendre tout ça en compte parce que d'une part, c'est beaucoup de richesses, beaucoup d'appuis sur lesquels on peut s'appuyer, mais aussi des fragilités qui vont être un petit peu plus accentuées. Donc on en a parlé du manque de confiance, du manque d'affirmation, etc., qui vont parfois être renforcés et que du coup, formation et tout ça, ça ne fait pas forcément bon ménage dans la tête des personnes. Et parfois aussi une difficulté à se remettre en question parce qu'on s'est quand même construit des carapaces face à des situations difficiles. Et donc, on n'est pas toujours dans une période de vie où on peut prendre ce recul qui, pour tout un chacun, n'est pas évident à prendre en compte. Voilà. Maintenant, s'ils ont choisi ce statut de travailleur indépendant, c'est aussi pour être libre et pour être à égalité. Et ça aussi, c'est en tenir compte. C'est tenir compte à la fois cette liberté et cette égalité. Et c'est donc d'abord de les rejoindre là où ils sont, dans ce désir-là, dans ce désir de liberté et d'égalité et de richesse, qui n'est pas en fait non sans vouloir grandir, parce que très très vite, on le voit quand même chez les personnes là qui étaient ici, il y a une immense richesse humaine que souvent, moi j'aime énormément, parce que quand je les rencontre et qu'on leur demande quelle est leur qualité, ils commencent par vous dire, c'est la gentillesse, c'est la bonne humeur, c'est le sourire. Mais merci. Et en fait, on oublie à quel point tout ça, c'est aussi essentiel, et qu'effectivement, après, on va peut-être apprendre des gestes, ok, oui, on va apprendre. Mais en fait, ça, c'est déjà immense, quoi. Et comment on apprend la gentillesse. Parfois, c'est aussi comment nous, on va regarder un peu les choses autrement, et qu'effectivement, on a peut-être... quand on parle effectivement de besoin de formation, oui, on peut avoir notre lecture, oui, il faudrait qu'il apprenne ça. Mais qu'est-ce qu'il a aussi, voilà. Et donc, comment on va en fait détourner les choses pour d'abord rencontrer la personne là où elle est, et puis, petit à petit aussi lui offrir des appuis pour pouvoir grandir professionnellement et gagner mieux sa vie et être plus en confiance, plus à l'aise, plus affirmée dans ce qu'elle va faire. Alice, vous, elle a dit, vous avez fait une étude sur les besoins d'accompagnement. Quels étaient finalement les éclairages que vous avez reçus à travers cette étude? Est-ce que ça confirme ce que disait Amélie, ou comment vous le voyez les choses? Oui, donc l'ADI, pour ceux qui ne connaissent pas, on est l'association pour le droit à l'initiative économique. On existe depuis 35 ans. On finance et on accompagne des personnes qui veulent créer une entreprise et qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique pour plein de raisons. Et donc, pour vous donner, donc l'étude qu'on a faite, c'est l'étude sur les entrepreneurs que nous finançons et que nous accompagnons. Globalement, on a un quart qui sont sans diplôme. Sans diplôme, mais j'y reviendrai, ça ne veut pas dire sans compétences. Et donc, on a fait cette étude il y a 2 ans sur les besoins d'accompagnement. On a une démarche d'accompagnement, on a une formation reconnue Calliope, certifiée Calliope, mais on est quand même plus sur le domaine de l'accompagnement.
Donc dans cette étude sur les besoins d'accompagnement, on retrouve un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'y a que 23% des personnes qui expriment avoir un besoin d'accompagnement. 75% qui disent en fait j'en ai pas besoin. Et sur ces 75%, quand on pose davantage de questions, on en a 40 qui nous disent ah bah oui, alors si on me l'avait peut-être proposé de telle manière à tel moment, enfin on y reviendra, mais j'y vois un besoin et un intérêt. Enfin on a encore aussi 50%, donc globalement, qui disent non. Moi, j'ai choisi d'être travailleur indépendant, enfin tout ce que tu disais aussi tout à l'heure, je vais me débrouiller seule. Et donc il y a quand même déjà ce premier sujet qui est d'arriver à trouver le bon moment, la bonne manière pour parler de ce sujet d'accompagnement et quoi leur proposer aussi à quel moment. Donc ça, c'est les freins exprimés. Après, on a les freins qu'on a déjà, je ne vais pas y revenir, on en a déjà parlé tout à l'heure, le frein financier, quand il faut faire l'avance de la formation, quand c'est finalement sur des formats qui ne correspondent pas à leurs attentes, parce que c'est pas en situation professionnelle, c'est pas sur leur projet, mais c'est sur des projets un peu génériques, parce qu'ils ont eu des expériences de formation classique qui ne va pas retrouver. Enfin voilà, il y a tous ces sujets de frein dont on a parlé ce matin, mais moi je voulais aussi revenir sur le sujet que quand même 50% expriment au final le fait que non, ils préfèrent se débrouiller tout seuls parce que tout seul ou avec leur environnement proche, parce que j'ai confiance à mon environnement proche et pas forcément sur des formations où je vais certainement perdre mon temps alors que j'ai besoin là, de lancer mon entreprise, d'avoir des revenus. Voilà. Et juste, alors c'était pas votre question, mais je veux compléter sur parce que là on parle beaucoup de formation et d'acquisition de nouvelles compétences, mais effectivement, ces personnes, elles ont des compétences et elles ont des ressources. Nous, on a changé l'approche qu'on avait fait, alors pas de l'accompagnement parce qu'il a toujours été individuel sur la personne et sur son projet, mais sur justement notre formation certifiée Calliope, où finalement en fait on parle des ressources. On commence par les ressources de la personne. Et c'est le sujet, on pourra y revenir plus tard, de se dire mais comment aussi on reconnaît les compétences de ces personnes qui souvent, on ne va pas faire une VAE parce que c'est pas forcément adapté. Donc comment aussi on valorise les compétences et les ressources existantes. Bon, alors on va y venir tout de suite. Comment on s'y prend finalement pour les convaincre d'aller dans une formation ? Quels sont les mots qu'on emploie ? Quels sont les systèmes qu'on met en place pour finalement les convaincre de franchir le pas de la formation, puisque 50% ne veulent pas y aller finalement ? Alors, je ne dis pas qu'on arrive à convaincre tout le monde. Effectivement, là, on en parlait ce matin sur les pairs. Sur les pairs, ou en tout cas nous, on fait de plus en plus de place aux entrepreneurs dans nos formations, dans les webconférences, même dans les mots employés, parce que c'est vrai qu'en caricaturant, on se dit en fait, je vais être formé par une personne qui est salariée d'un organisme qui n'a jamais connu la situation de la création d'entreprise. Donc on voit aussi que ce soit un entrepreneur qui a suivi cette formation, ou en tout cas qui s'est trouvé des mots similaires à l'expérience que le travailleur indépendant peut vivre, ça peut convaincre. Après, c'est aussi... c'est aussi la difficulté d'instaurer une relation de confiance en leur disant je pense qu'effectivement on a ça à tel moment, d'y revenir au moment opportun. Enfin, c'est pas facile quoi. Et Olivier, donc je le disais, vous vous occupez de travailleurs indépendants qui sont en situation de handicap. Est-ce que les mêmes freins existent et est-ce qu'il y a d'autres freins, j'imagine peut-être justement de la situation de handicap qui empêchent encore plus l'accès à la formation ou pas du tout ? Oui, alors merci, bonjour et merci pour l'accueil et l'organisation. Donc moi je dirige l'inclusion, vous savez peut-être pas ce que c'est parce qu'on est beaucoup plus petit que l'ADI par exemple. Nous, on est une entreprise sociale dont la mission est de développer des services pour les travailleurs indépendants handicapés. Donc on a 16 EITI en Ile-de-France et ailleurs. Et donc effectivement, on a développé de la formation et effectivement, le besoin spécifique du travailleur indépendant en situation de handicap, il s'exprime de différentes façons. Il y a évidemment un socle de compétences dont on a besoin et sur lequel je ne vais pas revenir parce qu'il est commun à tous les autres travailleurs indépendants. Une de nos spécificités, c'est qu'on a beaucoup de travailleurs indépendants qui sont très diplômés chez nous. Donc je connais moins la population des travailleurs indépendants moins diplômés. Et du coup, c'est une communauté qui est en demande, en fait, et qui, je pense, hésite peut-être moins à aller se former, notamment parce qu'ils ont déjà eu accès à la formation.
Mais ensuite, effectivement, nous, les besoins spécifiques, ils sont multiples. Ils sont sur le contenu, hein, sur le savoir-faire, il peut y avoir des spécificités, mais on va dire que c'est peut-être sur le savoir-être qu'on a les enjeux vraiment les plus significatifs. Je vous donne quelques exemples concrets. Nous, on a lancé nos premiers contenus de formation qui sont accessibles librement et gratuitement sur notre chaîne YouTube notamment, parce que les travailleurs indépendants de la communauté et de nos confrères et consoeurs de chez HUP Entrepreneurs nous disaient, ici présents, moi je ne sais pas comment parler de mon handicap à un prospect ou à un client. Alors certes, on peut en parler un petit peu comme à un recruteur, mais c'est pas tout à fait pareil. Et donc, dans nos enjeux à nous, il y a cette dimension, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sur le savoir-être. Vous avez d'autres dimensions qui en sont proches, mais néanmoins un peu, enfin voilà, pas tout à fait identiques. Par exemple, les personnes qui ont des enjeux de santé mentale un peu significatifs, souvent, dans le relationnel, ils ont besoin de clés pour développer un relationnel qui soit souple, qui soit adapté au travail indépendant, au contexte professionnel. Et donc là, on va sur des sujets comme la communication non violente ou autres, qui sont assez spécifiques. Hein. Si je prends quelques exemples concrets, quelqu'un qui a un trouble bipolaire, vous avez vraiment un enjeu à accompagner la personne à développer des clés de compréhension sur comment elle développe son savoir-être, sa communication. Voilà quelques exemples. Ensuite, il y a toutes sortes de barrières institutionnelles, etc. Ça, on pourra revenir dessus par la suite, si vous voulez. Alors Grégoire, pour la FNAE, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la FNAE, et puis surtout, est-ce que vous, à travers justement tous les autres entrepreneurs que vous croisez dans votre activité, vous constatez les mêmes freins et puis les mêmes objectifs? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs de formation? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, elle s'est créée il y a 15 ans, avec comme objectif d'être un peu le syndicat de défense et d'accompagnement des auto-entrepreneurs. Donc avec le temps, on a grossi tranquillement, on a 80 000 adhérents aujourd'hui. On est représentatif au sens du droit, donc on siège notamment dans les instances de la protection sociale, dans les instances des plateformes aussi d'emploi. Et on essaye de faire évoluer chaque jour un peu plus la protection sociale, les dispositifs d'accompagnement, les dispositifs fiscaux. On discute beaucoup avec les gouvernements. Dieu sait si c'est compliqué d'ailleurs de faire avancer le sujet. Et il y a beaucoup d'échos dans tout ce qui a été dit ce matin sur la reconnaissance du travailleur indépendant comme une forme vraiment alternative de l'emploi et du travail dans un monde qui, depuis l'après-guerre, en réalité, est basé quasi exclusivement sur le salariat. Donc il faut recréer un paradigme complet. Ça, c'est un gros boulot. Peut-être deux choses importantes. Une sur les statistiques. Donc, il y a 1,9 million, aujourd'hui à peu près 1,9 million d'auto-entrepreneurs actifs économiquement, c'est-à-dire qui génèrent un chiffre d'affaires, avec un chiffre qui nous inquiète chaque année un peu plus, parce qu'on le surveille tous les ans, c'est le chiffre d'affaires moyen de cette population, qui, en fait, depuis 15 ans, n'a que très peu évolué. On est passé de 8 500 € par an à 9 500 € par an de chiffre d'affaires. Et donc, c'est très en dessous, une fois qu'on retire les charges sociales, les coûts, la production, etc., c'est très en dessous de ce qu'on aimerait obtenir, qui serait l'équivalent d'un SMIC en réalité pour un travailleur indépendant. Alors, ça cache des diversités énormes. Il y a bien sûr, dans le BTP ou dans les conseils, dans les personnes qui sont effectivement plutôt très diplômées, des revenus qui sont très élevés, et on a un écart type très, très important entre les deux. Malgré tout, seuls 1% des auto-entrepreneurs sont formés chaque année. Et d'ailleurs, comment on l'explique? Par une règle très simple, c'est que finalement, l'ensemble des fonds dédiés à la formation sur l'ensemble des auto-entrepreneurs, ça représente 20 millions. Et quand vous le divisez par un panier moyen de formation qui est entre 700 et 800 € pour une formation globale, vous arrivez à 25 000. Donc vous formez, en fait, les budgets globaux de l'État aujourd'hui sur la partie formation pro, fait finalement sur les OPCO, c'est 25 000 personnes. Et c'est évidemment très très en dessous de ce qu'on voit. Alors nous, on fait de la formation plutôt transverse, plutôt globale, essentiellement à la gestion, à la comptabilité, les formalités administratives. Et c'est mon deuxième point, c'est que, en fait, les gens viennent se former chez nous. Pourquoi? En général, pour une seule raison, c'est qu'ils ont des emmerdes, pour le dire clairement. C'est qu'en gros, il y a un contrôle fiscal, il y a une régulation de l'URSSAF, il y a des problématiques avec une entreprise dont ils sont sous-traitants qui leur demande l'attestation de vigilance qu'ils ne peuvent pas fournir.
Et donc la formation, elle vient jamais a priori, elle vient a posteriori parce qu'ils ont plein de sujets, ils ont plein de problématiques à régler. Et donc ils se rendent compte qu'on ne peut pas partir à la fleur au fusil, même quand on est auto-entrepreneur, parce qu'au bout d'un moment, ça va mal se passer. Et ce, d'ailleurs, entre nous, quel que soit le diplôme, parce qu'en réalité, il y en a qui sont très très diplômés, mais qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un frais de débours par rapport à un chiffre d'affaires. En fait. Donc, il y a quand même des choses à apprendre. Alors, on les accompagne sur plein de sujets, on leur donne des outils, notamment un logiciel, pour aider à facturer correctement, à se préparer à la facture électronique, qui va être un gros sujet. J'alerte partout où je peux parler, je dis attention, la facture électronique, ça va être un gros big bang pour tous les auto-entrepreneurs, et je pense que personne n'est prêt, et ça va faire très très mal. Il faut former sur la facture électronique. Je préviens, je l'aurais dit. Et donc, on les accompagne là-dessus. Maintenant, je voudrais aussi rebondir sur un dernier point, puis après je laisse la parole. Je trouve que ce qu'on appelle la multimodalité, là, effectivement, de la formation est absolument géniale. Alors, moi j'ai connu ça parce que dans toute petite début de carrière, j'étais dans les armées. Et les armées, ils ont plein de points faibles. Ils ont un point qui est très fort, c'est qu'ils savent former. Ils forment extrêmement bien parce qu'ils le forment systématiquement, ils le font systématiquement en situation opérationnelle, alors pas toujours sur le champ de bataille, mais en tout cas en situation opérationnelle réelle, concrète. Il y a tout un vocable en fait, qui a été inventé par les armées sur ça, et qui est très très mal repris, je trouve, dans les instituts de formation, en entreprise, chez les organismes Calliope notamment, parce qu'on ne sait pas faire cette prise en compte du terrain, du quotidien, de la façon dont ça va se passer, comment je mets en œuvre au quotidien mon geste, alors qu'on me l'a appris très bien en salle, et que ça sert en fait à rien de l'apprendre en salle si je ne sais pas l'appliquer derrière. Et donc nous-mêmes, on essaie de mettre en œuvre des formations en situation opérationnelle pour que les gens sachent le répliquer tout de suite quand ils vont se retrouver face à la situation. Alors on parlait des freins à aller en formation là pour les travailleurs indépendants. Amélie, je crois que vous avez développé une approche créative et cognitive de la formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, et puis surtout, est-ce que c'est aussi en faisant des formations différentes qu'on peut convaincre les travailleurs indépendants d'aller en formation? C'est pas forcément spécifique, mais il y a plein de choses qui rejoignent. En tout cas, pour moi, il y a 2 points clés qui sont comment et qui on se rencontre, c'est qui y a dans la rencontre, qui je rencontre, quelle est cette personne qui vient me former, et comment on va se rencontrer soit à 2, soit tous ensemble, selon les différentes formations, parce que c'est un élément clé pour les personnes de se rendre disponibles à ce qui va advenir. Et donc ça, pour moi, j'y reviendrai, mais c'est essentiel. Et la deuxième chose, c'est comment je vais mettre en place des éléments pour être en capacité à incorporer les choses. Pas juste à les lire, à les intellectualiser. Voilà. Donc, si je viens chercher une information, effectivement, j'ai besoin d'aller juste avec ma tête, je vais chercher l'information, etc. Mais quand, effectivement, j'arrive sur le lieu de travail ou en formation, que je n'ai pas forcément de besoin, que je n'ai pas forcément conscience de mes besoins, si je n'ai pas ces deux possibilités, d'une part, de se rencontrer, et on le voit bien quand on va rencontrer Jessica, toute l'humanité de Jessica, et donc pour une personne en situation de fragilité, déjà, il y a plein de barrières qui tombent. Et moi, quand je le fais, effectivement, en fait, on se rencontre en groupe, tous ensemble. C'est pas moi. Enfin, je veux dire, c'est déjà eux qui se rencontrent et qui sont en capacité à se rencontrer eux et avec les autres dans leur richesse et leur fragilité, parce qu'il faut pouvoir, en fait, s'ouvrir, regarder, ce dont je peux avoir besoin à un moment donné. Et incorporer, c'est exactement ce que vous disiez, c'est comment je peux les vivre intérieurement pour pouvoir avoir la mémoire de ce que j'ai eu et de pouvoir le revivre après. Et c'est comme les sportifs, ils s'entraînent, le jour J, il n'y a plus la tête, c'est que le corps qui parle. Mais c'est pareil quand on est face à un client qui s'énerve en disant si, vous pouvez bien le faire, si, moi je ne vais pas vous payer, vous faites les vitres aussi, bien évidemment, c'est compris. Et quand on un client a un peu d'ascendant, un peu d'aplomb, et que nous, on ne sait pas, on n'ose pas, on est dans nos premiers mois, c'est difficile de gérer toutes ces situations-là. C'est difficile de gérer une situation où effectivement on n'a pas très bien fait, et donc
comment on va lever tout ça? Il faut qu'on puisse être en situation, donc vivre les choses. Voilà, donc moi, effectivement, j'utilise beaucoup tout ce qui est toutes les médiations théâtrales, les médiations créatives au sens large, pour vraiment les vivre. Et c'est assez intéressant parce que moi, je vois les Lulu, ils sont à fond dans leur rôle de Lulu et ils sont à fond aussi dans leur rôle de client. Donc, ils vont devenir, eux, clients. Moi, je les fais vivre ce que c'est qu'être client, comment on réagit, etc. Et je les vois s'énerver. Et je trouve ça fabuleux parce que, c'est-à-dire qu'on voit le mécanisme de comment, en fait, à un moment donné, un client peut s'énerver aussi. Et tant qu'on ne l'a pas vu, soit en spectateur, soit en action, on ne comprend pas très bien tout ça. Donc, c'est toutes ces expériences-là qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir y arriver. Et puis ce travail du groupe, de la confiance, de ce cadre bienveillant, sans jugement, où on est là pour se soutenir et s'entraider, c'est ça aussi qui favorise le fait que je vais pouvoir m'ouvrir et apprendre. Parce que pour apprendre, il faut être en capacité à dire, moi j'ai besoin effectivement de pouvoir faire telle chose avec mon client, savoir dire non, ou savoir gérer telle situation délicate. On ne se rend pas compte, en fait. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Alice? Oui, merci. Je voulais effectivement réagir, rebondir à ce que vous disiez, parce que Grégoire, quand tu disais, effectivement, souvent ça arrive à un moment où on est en difficulté. Nous, on voit que c'est souvent le cas. En fait, c'est au moment, puisqu'on est organisme prêteur, c'est souvent au moment où on a des difficultés de remboursement, où là, on se dit, mince, alors c'est là où on détecte un besoin de formation. Et alors, il n'est pas trop tard, mais il est déjà tard. Donc, c'est aussi comment arriver à convaincre, pas à ce moment où on rencontre la difficulté. Et du coup, il y a effectivement deux manières de faire. Il y a l'accompagnement qu'on fait de manière individuelle, où on se dit, effectivement, on n'attend pas que la personne nous appelle en disant, je vais avoir un problème sur tel ou tel remboursement, mais c'est d'arriver d'appeler de manière régulière. On a fait ça beaucoup pour le Covid et en fait on a vu que c'était très pertinent évidemment, donc on a continué à le faire de manière beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait faire auparavant. Donc de les appeler, d'essayer d'identifier des moments clés. Est-ce que c'est le moment où c'est la première facturation, le premier chiffre d'affaires, essayer de trouver des moments clés, former nos équipes salariées et bénévoles à la détection des besoins, parce que souvent quand on les appelle, si on demande juste ça va bien, on va nous dire ça va bien, quoi. Donc c'est d'arriver à force d'appeler, d'établir cette relation de confiance où on va passer 1 heure de conversation téléphonique pour arriver à voir ensemble si on n'a pas des formations, des accompagnements qu'on pourrait leur proposer. Donc ça, c'est dans l'accompagnement individuel. Et effectivement, aussi, on met en place beaucoup plus de collectifs aujourd'hui avec des clubs d'entrepreneurs. Alors, c'est pas de la formation immédiate, mais c'est aussi des moments où on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à avoir cette difficulté. Je crois que tout à l'heure, on parlait évidemment de l'isolement, on n'est pas dans une équipe. Donc, on a des difficultés et aussi des ressources. Et du coup, il y a cette aide, cette entraide qui peut exister au moment de ces clubs et de ces rencontres informelles qui peuvent déboucher après sur, oui, du coup, moi, j'ai fait cette formation ou cet accompagnement, ça peut être bien. Ça permet de convaincre on pair à pair. Et juste pour finir aussi sur notre première formation, au moment où on accorde le financement, je pense que c'est aussi important, la première formation. Si on est sur une formation très théorique, je pense qu'on perd pour la suite, quoi. Donc là, on l'a revu en se disant, sur les formations de gestion ou administratives, on est sur des plus petits groupes et on parle exclusivement du projet de la personne, alors qu'avant, on était peut-être un peu sur les essentiels de la micro-entreprise, un peu très théorique. Où là, c'est votre projet, on ne parle que de votre projet. Olivier, cette approche créative dont parlaient Amélie et Alice, est-ce que c'est aussi quelque chose qu'il faut développer pour les travailleurs indépendants en situation de handicap, ou est-ce qu'il y a des choses que tu ne peux pas mettre en place aujourd'hui? Nous, alors, une des spécificités qu'on a eues dans notre développement de dispositifs de formation, c'est que ça a commencé pendant le Covid. Et donc, on a commencé forcément en s'adaptant à cette contrainte, en développant beaucoup de contenu en ligne. Et d'ailleurs, on a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que dans les premiers mois du Covid, avec notre communauté de travailleurs indépendants handicapés, il y en a un certain nombre qui nous disaient, parce qu'on demandait évidemment à chaque fois, la GFIP nous a demandé comment vont les TIH, comme on les appelle, etc. Et donc nous, on leur posait la question. Et certains nous disaient, notamment les personnes qui ont des troubles du spectre autistique, etc., ils nous disaient, le Covid, c'est formidable. Là, on est en visio, et en fait, enfin, on a l'impression que la société s'adapte à nos contraintes à nous.
Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je trouve que l'anecdote est intéressante parce que pour nous, effectivement, le fait de la multimodalité, la créativité dans les modalités, c'est un vrai enjeu. Et clairement, le fait de développer des formations à distance, ça a été une grande richesse. C'est aussi un énorme frein, parce que, je prends quelques exemples très simples, mais les personnes déficientes visuelles, pour se connecter à une visio, parfois elles sont habituées à Zoom, mais si vous êtes sur Google Meet, c'est Google Meet, donc il faut avoir que leur synthèse vocale lise tous les boutons, donc si elles se sont pas mis en muet, ça fait un bruit effarant dans votre visio. Enfin, donc la modalité chez nous a un certain nombre d'incidences, et je vous passe tous les détails des personnes qui sont malentendantes. Donc voilà, nous on compose un peu avec ça aussi. Mais clairement, la modalité, c'est un énorme enjeu. Et voilà, je ne veux pas disserter trop longtemps sur le sujet parce qu'on n'est pas spécialiste dans le handicap ici. Mais et il y a quelque chose que vous disiez tout à l'heure, Grégoire, qui m'a interpellé par rapport à la facture électronique, c'est ça, à la facturation électronique. Donc là, on est sur une situation qui va arriver pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants très prochainement. Mais il y a ces freins à la formation, cette idée que finalement, on se forme que quand on a des ennuis. Comment on peut faire aujourd'hui pour inciter finalement, dans ce cas concret, les travailleurs indépendants à se former à cette question-là? Est-ce qu'il faut justement mettre en situation théâtrale de tout ça? Comment faut faire? Alors, ça serait l'idéal. Mais alors, effectivement, c'est un enjeu de politique publique absolument fondamental. Et on tourne autour du pot depuis 4-5 ans. Et d'ailleurs, on se sent un peu fautif d'une certaine manière à la Fédé par ce qu'on a fait. Je veux dire pourquoi. En fait, depuis 2014, moi je me bats et on a fini par gagner pour qu'on supprime ce qu'on appelait les stages préalables à l'installation. Donc on s'est battu très fort. Premier gouvernement, deuxième gouvernement, ça finit par passer à l'époque avec Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie. C'est mis en œuvre en 2018. Et donc, je rencontre donc à ce moment-là Emmanuel Macron. Je dis attention, je voudrais éviter le tout ou rien. C'est-à-dire que, ok, on va faire sauter les SPI qui coûtaient de fait. Alors, la raison pour laquelle on l'a fait sauter, c'est que ça coûtait très cher. Ça coûtait quasiment 450-500 € en fonction des chambres de métiers ou de commerce. C'était une formation qui n'avait rien de théâtralisé, qui était en fait un espèce de tunnel publicitaire pendant 5 jours où on gavait en fait le travailleur indépendant de tout un tas de services, de promotion, de bonnes pratiques. Donc c'était hyper magistral comme truc. On s'adaptait pas du tout. Donc en fait, on mettait dans la même salle quelqu'un qui faisait du service à la personne, un artisan dans le BTP et un développeur, un consultant. Alors, il n'y avait pas les professions libérales, mais il y avait tous les autres. Et c'était en plus très mal vécu parce que ça arrivait pas du tout autant opportun, parce qu'en fait les gens ils n'avaient pas encore commencé à développer leur activité, qu'on leur commence déjà à leur expliquer alors quand tu vas créer ton premier salarié. Il y avait une demi-journée par exemple sur quand tu vas créer ton premier salarié, sachant que 99% des auto-entrepreneurs ne créent jamais de salariés. Bon. Donc on s'est battu et le problème c'est que je me sens un peu fautif, c'est que finalement en ayant fait ça, on a supprimé toute incitation, en tout cas toute obligation d'État à se former, parce que finalement il n'y a plus rien. Alors ok, on a fait économiser 450 € à tout le monde, c'est très bien, ça me paraît indispensable. J'aurais préféré qu'on mette ça dans une formation qui soit finalement un peu, comme disait Alice, poussée, promue au bon moment, donc c'est pas évident de savoir quand, mais ça peut être au premier millier d'euros de facturation, ou à 6 mois après la création, ou dans le cadre de l'URSSAF, on a mes premiers mois avec l'URSSAF, on pourrait pousser à fond le truc, on est en train d'y réfléchir d'ailleurs, au bout d'un certain temps d'immatriculation, mais qu'on n'arrive pas sur une espèce de no man's land, parce que là, malheureusement, c'est un peu le sujet. Plus personne ne se forme, en fait. Voilà. Alors, à la limite, j'ai envie de dire, c'est presque mieux comme ça, parce qu'au moins, on part d'un terrain vierge et on peut... c'est un peu comme Attila, quoi. On a tout rasé, bon, maintenant on se dit, allez, qu'est-ce qu'on peut construire de sympa, plutôt que d'avoir une espèce de truc industriel qui ne marche pas bien. Et il y avait en plus un lobby très fort des chambres de commerce qui rendait les choses pas faciles. Mais c'est quand même pas satisfaisant et il va falloir qu'on y retourne, sachant que depuis, la pédagogie a disparu, les financements sont pas faciles à trouver, le CPF a été très refermé il y a 2 ans suite à des énormes arnaques sur le sujet. Donc je ne suis pas complètement satisfait par l'action entre nous, je vous dis ça entre nous.